Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder des légendes venant de notre beau pays, la France. Nous allons commencer par une région ensoleillée, chaude, où l'on bronze sur les plages. Vous l'aurez compris, nous parlerons de la Normandie. Il y a tant de légendes et de contes inspirés de cette région que tout ne rentrera pas dans une seule vidéo, sauf si elle dure plusieurs heures. J'ai donc sélectionné 3 légendes ou contes, ça varie, qui, j'espère, vous intéresseront. Détendez-vous, prenez-vous quelque chose à boire ou à manger. Ambiance cocooning dans une taverne. Style médiéval? Attendez. Voilà. On n'est pas bien là? C'est parti. Commençons avec un peu d'histoire. La Normandie n'était qu'une terre de légende, comme un mirage, jusqu'à ce que Guillaume le Bâtard, qui deviendra le célèbre Guillaume le Conquérant, lui donne un renom et une unité. Guillaume, qui sera d'abord roi de Normandie avant de traverser la Manche et de devenir également roi d'Angleterre, va également transformer la Normandie qui passera d'air de légende à un état très concret. Mais qui n'aime pas les histoires d'ancêtres guerriers ayant peuplé notre pays bien avant nous? Ce soir, aujourd'hui, cet après-midi, en fonction de quand vous regardez cette vidéo, vous allez voyager dans un endroit encore inconnu et vous allez rencontrer celle qui vous contera nos histoires. Bienvenue à tous, chers amis, dans la taverne des épopées. Je me présente, Maddy la mage. Je serai votre conteuse ce soir et je me ferai un plaisir d'illustrer les histoires, que dis-je, les légendes, que vous découvrirez à mes côtés. Laissez-moi vous emmener loin de votre quotidien. Laissez-vous emporter dans les légendes normandes, dans un autre temps où tout était bien différent. Si vous êtes adepte de contes depuis un moment, vous devez peut-être connaître Rumpelstiltskin, qui est un peu la star des créatures de contes. En Normandie, nous avons également un gobelin habitant nos terres. Laissez-moi vous conter son histoire. Les gobelins sont connus pour être des esprits follets, des malins, jouant des tours effrayant les enfants comme les adultes. C'est à se demander s'ils sont capables d'avoir des sentiments. Eh bien, cette histoire nous le prouve, puisque notre lutin normand tomba amoureux. Il entra dans une famille où la fermière attendait son mari en filant la laine avec sa quenouille près de la cheminée. La soupe cuisait doucement, répandant une bonne odeur. Le gobelin, à peine entré, fut subjugué par la beauté de la fermière et en tomba follement amoureux. S'installant sur un tabouret, il resta un long moment à regarder la femme filer la laine, quand il entendit des pas se rapprocher de la porte d'entrée. Le mari, sans doute. Le gobelin disparut aussitôt. Mais un gobelin amoureux est comme un homme. Il revient voir l'objet de son désir. Le lendemain, le gobelin se plaça sur l'escabeau et sans un geste admira la fermière jusqu'au retour du patron. Il recommença le lendemain et les jours suivants, encore et encore. Désormais, il était le spectateur quotidien et assidu de la fermière, la surveillant en quelque sorte, pendant que le fermier travaillait dur dans les champs. D'abord flattée, la fermière commença à trouver gênante la présence du gobelin et finit par en parler à son mari qui, sous l'effet de la jalousie, se mit en colère. Comment? Il reste continuellement à te regarder. Je vais le mettre à la porte. Sois prudent. Un gobelin est un être particulier. Il pourrait nous punir ou parler à d'autres gobelins et nous occasionner du mal. Tu as raison. Je vais réfléchir à ce que je peux faire. Le fermier chercha et finit par trouver un stratagème. Il s'habilla en femme, mit une coiffe sur ses cheveux et s'installa pour filer la laine près de la cheminée. Toutefois,
Il avait fait chauffer à blanc une sorte de grille en tôle sur laquelle on fait cuire les galettes, qu'il déposa sur l'escabeau. Le gobelin arriva comme à l'accoutumée et surpris. Il se mit à parler, lui qui restait toujours silencieux. Vous n'êtes pas ma belle fileuse. Qui êtes-vous? Je veux revoir ma belle. Le mari rétorqua tout de go. Je m'appelle personne, et ta belle ne va pas tarder à rentrer. Assieds-toi plutôt sur cet escabeau pour l'attendre. Sans réfléchir, le gobelin s'assit sur la grille de tôle et se brûla atrocement les fesses. D'un bond, il partit en hurlant, ce qui déclencha le rire du fermier. Le gobelin, par ses cris, avait rameuté ses amis, qui lui demandèrent ce qui lui arrivait. Quelqu'un m'a brûlé les fesses. Qui? Personne. C'est personne. Les gobelins éclatèrent de rire. Personne qui lui a brûlé les fesses. Il a fait cela tout seul. Quel maladroit. Bien plutôt que tremper dans le ruisseau. Pauvre sot. Le groupe se dirigea vers la rivière voisine pour atténuer le mal fait à leur compère. Et c'est ainsi qu'un fermier malin put longtemps se moquer du gobelin, amoureux de Saint-Rémy-sur-Orne. Notre première histoire est finie, chers spectateurs. Nous pouvons retenir qu'il ne faut jamais sous-estimer la malice d'un compagnon jaloux. Ce conte me rappelle vaguement l'histoire du Cyclope, lorsqu'il fut piégé par Ulysse et demanda de l'aide en disant que personne lui avait fait du mal. Cela est peut-être un clin d'œil à Homère. Ou il n'y a aucun rapport. Qui sait? J'espère que vous ne vous êtes pas endormis, parce qu'il est l'heure de la messe. Nous partons désormais dans une ville normande plus connue, Rouen. Avant la Révolution, le peuple avait une confiance aveugle en les prêtres, devenant même naïf. Il les pensait capables de célébrer une messe du Saint-Esprit, dont les effets étaient quasi miraculeux. En même temps, cela aurait facilement constitué un sacrilège si la piété des croyants n'avait pas été tellement sincère, profonde et réfléchie, à l'image d'une grâce. Cependant, les prêtres séculiers étaient peu enclins à célébrer la messe du Saint-Esprit. Les prêtres capucins acceptaient plus volontiers de prêter leur concours, ce qui leur valait quelques retours. Prenez garde, on disait aussi que la messe du Saint-Esprit n'avait pas toujours des effets bénéfiques, surtout pour ceux qui les faisaient dire. On ne mélange pas sans conséquence le sacré et le profane. Parlons du destin d'un jeune couple qui pourtant s'aimait sous la bénédiction de Dieu. De jeunes gens originaires de Rouen s'étaient fiancés après un amour d'enfance qui prit corps sans nuage. Mais le jeune homme dut aller effectuer son service militaire et rejoignit une garnison lointaine. Une correspondance, aussi nourrie que fidèle, se développa pendant les nombreux mois que dura le service, et l'issue étant proche, la jeune fille attendit le retour de son amoureux. Les premiers jours lui parurent longs, mais normaux. Sans doute y avait-il eu quelque empêchement. Mais plusieurs mois passèrent sans qu'elle reçût de nouvelles. Bientôt une année entière fut écoulée. L'inquiétude fit place à l'étonnement puis à l'incompréhension. Pour résoudre le dilemme, pourquoi ne pas demander une messe du Saint-Esprit à un moine capucin? Le père, ébranlé par l'émotion de la jeune fille, promit de célébrer l'office sans demander à quelle fin il était destiné. Peu de temps après l'office, une lettre du fiancé arriva, annonçant son retour prochain. Il avait d'abord eu l'intention de s'établir dans la ville où il avait effectué son temps, mais à dater d'un certain jour, celui de la célébration de la messe, un tourment particulier avait accaparé son cœur, au point de le forcer à tout quitter pour aller revoir sa belle. Cette dernière fut transportée de joie, et le jour prévu de l'arrivée, elle s'habilla de manière élégante et raffinée pour accueillir son fiancé. Le jeune homme, qui rongeait son frein devant la lenteur des transports, était déjà parvenu à proximité de Rouen, à Bon-Secours exactement. Là, d'impatience, il quitta le coche et descendit la rude côte qui mène à sa ville natale. Il approchait de la roche Sainte-Catherine qui surplombe la route, quand il entrevit, sous les ormes du boulevard Saint-Paul, un doux visage qu'il crut reconnaître pour celui de sa fiancée. Son visage s'illumina de bonheur, à l'instant même où une pierre se détachait de la roche, en surplomb, et venait l'écraser sous les yeux de son aimé. Horrifié,
La jeune fille vit dans cet horrible accident la sanction de sa demande de sacrilège. Ah! On lui avait bien dit que la messe du Saint-Esprit pouvait être maudite. Dès lors, elle ne songea plus qu'à implorer Dieu en faveur de ce fiancé qu'elle avait contribué à faire mourir par sa faute. Elle finit ses jours en religion, car seule la prière pouvait apaiser son tourment. C'est ainsi que tragiquement se finit l'histoire d'une idylle maudite par le sacrilège d'une amoureuse, qu'il voulait juste retrouver son aimé. Nous y comprenons qu'il ne faut jamais jouer avec le feu parce que l'on finit toujours par se brûler. Et le plus important, visiblement les transports sont toujours aussi lents. Espérons que cela progressera avec les siècles. Excusez-moi, je m'égare. C'est donc le bon moment pour passer à notre dernière histoire. Comment aurais-je pu vous conter des légendes normandes sans vous parler du célèbre et de l'unique Mont-Saint-Michel? Parce que oui, il est normand, il n'y a aucun débat. Cette histoire, les amis, sera la dernière de notre belle soirée. Resservez-vous à boire et remontez votre couverture sur vous. Cette histoire est la plus longue de notre épopée. Partons à la découverte de la naissance du Mont-Saint-Michel qui deviendra peut-être un monument dans quelques siècles. Il y a bien longtemps, la ville d'Avranches était la capitale d'un pays où la mer avait moins d'étendue qu'aujourd'hui, puisque entre elle et l'île de Jersey, par exemple, on marchait à même la terre, dans une profonde forêt, et qu'une haute montagne se trouvait au centre de ce territoire. À la tête de ce dernier exerçait un roi apprécié de ses sujets. Sa conception personnelle du pouvoir lui fit engager 3 géants pour surveiller le royaume, chacun pour un tiers. S'il n'y avait pas beaucoup d'affaires graves, il fallait tout de même s'occuper de 2 cavernes isolées dans la montagne, où se réfugiaient des brigands et des êtres un peu inquiétants. Un beau jour, un prince naquit, assurant la descendance du roi. À cette occasion, les cloches se mirent à carillonner, à toutes volées. Les canons des remparts tirèrent d'innombrables boulets, et Avranches connut une soirée de liesse, avec en particulier un grand bal de nuit. Pendant de nombreuses années, les fêtes se renouvelèrent. Le roi et la reine voulant montrer leur joie, les seigneurs et les belles dames accoururent de tous les environs, et Avranches fut vraiment la capitale de tous les plaisirs. On ne tarda pas à remarquer parmi les habitués des bals une damoiselle fort jolie, qui charmait tout le monde par sa gentillesse et son amabilité. « Qui est-ce » se demanda-t-on un jour. Mais nul ne peut répondre à la question. Personne ne savait qu'il s'agissait d'une fée, qui occupait l'une des 2 cavernes du pays en compagnie de ses serviteurs, des lutins et des diablotins, personnages peu ordinaires faits à la fois d'humains et de surnaturels. Il arriva ce qui devait arriver. La fée plut au prince. Excusez-moi. Elle ne fut pas insensible à son charme. La fée avait bien sûr un but, devenir reine un jour, et elle faisait ce qu'il fallait pour y parvenir. Mais il y avait un obstacle de taille. Le roi du pays d'Avranches, qui lui-même avait d'autres visées pour son fils. Il ne voulait pas moins que la fille du roi de France ou celle du roi d'Angleterre, puisqu'un fils de Normandie devait avoir de l'ambition. Bientôt, la fée n'eut plus qu'une seule ressource, enlever le prince et le tenir comme otage. Elle mit un plan au point et l'exécuta lors d'une fête donnée au château d'Avranches. Alors que le bal battait son plein, le prince eut soif. La fée se trouva à ses côtés et n'eut aucune difficulté à lui proposer une boisson, que le jeune homme avala d'un trait. Peu après, il tomba dans un profond sommeil. C'est alors que des lutins vifs, avertis par la fée, s'emparèrent du prince, et le firent rapidement disparaître, se dirigeant vers la haute montagne où la fée avait son repère. Bien entendu, on ne fut pas long au château à constater l'absence du prince. Ses parents le firent aussitôt rechercher, mais on ne trouva pas le moindre indice. Plus exactement, lorsque les domestiques et les soldats du roi pénétrèrent dans la forêt en direction de la montagne, les brigands mis en place par la fée usèrent de leurs armes à feu et empêchèrent les soldats de progresser. Jusqu'au matin, l'embuscade resta en place, avant que les brigands ne décrochent. Constatant l'inanité des recherches, le roi décida de faire appel aux 3 géants qui protégeaient son territoire. Ils s'appelaient Torchen, Casseroc et Pousse-Montagne. À la même heure, le prince était déjà séquestré dans les entrailles de la caverne. Comment les géants pourraient-ils s'y rendre ? Nous irons! Répondirent-ils en chœur au roi. Et ils partirent en direction de la montagne où jamais on n'allait parce que tout le monde avait peur de cet endroit désert, où se trouvaient néanmoins 2 gouffres insondables.
Torchen parvint à proximité du premier gouffre. Du revers de la main, il arracha les arbres et les taillis qui en masquaient l'entrée et put ainsi sonder le trou. Bientôt, il perçut des rires. Cela était bien loin encore, mais c'était net. Les brigands étaient chez eux et ne pensaient certainement pas être repérés. Ils riaient. Cela exaspéra Torchen, qui cogna sur le rocher, protégeant l'entrée du gouffre, et le fit s'effondrer. Les brigands s'arrêtèrent net de rire. Un second coup de poing fit s'écrouler plusieurs blocs de rochers qui dévalèrent dans le gouffre et allèrent écraser plusieurs brigands, les autres étant obligés de s'enfuir. Les fuyards furent cueillis par des gendarmes postés à cet effet qui n'eurent aucun mal à les arrêter. On les remit aux soldats qui encadraient l'opération et ils furent emmenés jusqu'à la prison d'Avranches. Le roi les ferait juger et condamner. La première mission est remplie. Dit Torchen avec satisfaction. Il y a encore du travail à faire. Ensemble, les 3 géants se rendirent vers le second gouffre, qui était encore plus vaste et profond que le premier. Il ne suffisait pas de tendre l'oreille pour entendre rire les brigands. On n'entendait rien, et il ne restait plus qu'à descendre directement dans le gouffre, J'y descends. affirma Torchen. Il se ceintura avec une grosse corde que ses 2 acolytes lâchèrent par mouvement régulier, ce qui permit au bon géant de progresser dans le noir. Il allait à tâtons, essayant de se repérer tant bien que mal, lorsque soudain, il poussa un cri de frayeur. Il venait de voir un dragon cracheur de feu, la gueule emplie de dents pointues. Casse-Roc et Pousse-Montagne se hâtèrent de remonter Torchen en s'interrogeant sur ce qui s'était passé. Ce dernier leur raconta, surmontant sa frayeur, et s'apprêtait à redescendre lorsque Casse-Roc affirma « C'est à moi, maintenant. » Il s'agrippa à une corde et parvint à atteindre le fond du gouffre où vivait le dragon. Dès que Casse-Roc se présenta, le dragon ouvrit la gueule pour le brûler de ses flammes incandescentes et le faire disparaître en l'avalant d'une bouchée. Casse-Roc s'y attendait. Lorsque le dragon ouvrit sa gueule, il arracha un rocher de la paroi et le jeta jusqu'au fond de la gorge béante de l'animal. Ce dernier, étouffé, ne put que reculer avec des gestes de désespoir. Casse-Roc répéta l'opération avec un second rocher qui écrasa la queue du dragon. Ce dernier hurla de douleur et s'enfuit, sans demander son reste. Casse-Roc continua son investigation dans le gouffre. Il s'y attendait. Il rencontra bientôt la fée qui fit obstacle à sa progression. À la main, elle tenait une baguette magique, petite mais pleine de pouvoirs puissants. Cette baguette valait des canons, et Casse-Roc le savait bien. Si tu avances d'un pas, mes gardes tueront le prince. Casse-Roc commença par reculer, prudemment. Il tira sur la corde et ses compagnons comprirent qu'il fallait le remonter. La fée crut la partie gagnée. C'était sans compter sur l'obstination des géants qui tinrent conseil. Comment braver la fée et l'obliger à céder? Nous sommes 3. Elle est seule. Certes, elle possède la baguette. Mais si nous unissons nos efforts, nous devons la vaincre. Et pensons à notre prince. Bien parlé. Agissons. Torchen nettoya systématiquement les abords du gouffre. Casse-Roc tapa de toutes ses forces sur le rocher d'entrée qui se fendit en plusieurs morceaux, et Pousse-Montagne réussit à déplacer ce qui restait de la haute montagne pour la reculer un peu plus loin. Au bout du gouffre, c'était la panique. Le dragon lui-même avait pris peur et faisait des bonds désordonnés qui entraînaient la panique chez les diablotins comme chez les lutins. Quant à la fée, sentant que tout allait chavirer, elle essayait de convaincre le prince de s'enfuir avec elle très loin. Mais s'il avait été séduit d'emblée, il commençait à réaliser quel tourment il risquerait d'endurer s'il restait avec cette fée bien excessive. Brusquement, ses nerfs cédèrent. Il cria, dit qu'il voulait retrouver ses parents et finalement refusa de partager sa vie avec la fée car enfin, il devait un jour devenir roi. Avec brutalité, la fée s'écarta de lui et prit sa baguette pour faire obstacle aux 3 géants. Mais au moment où elle allait lancer un ordre, la montagne s'écroula et elle perdit son instrument magique. Le prince, au dernier moment, avait réussi à se faufiler entre les blocs énormes de rochers qui s'éboulaient et remonta peu à peu le gouffre. Atteignit la forêt, où il faillit se perdre, avant de rencontrer un berger qu'il reconnut. Il lui offrit à manger et enfin l'emmena sur le chemin qui conduit à Avranches. Le prince était sauvé. Arrivé au château, ce fut une explosion de joie pour ses parents comme pour ses sujets. Puis ce fut l'heure des décisions. Le berger fut promu conseiller du prince. À l'heure où l'on incarcérait la fée qui avait perdu sa baguette et ses dons, et ses commensaux encadrés par les 2 géants Torchen et Casse-Roc, Pousse-Montagne, pour sa part, continuait une œuvre peu commune,
Après avoir déplacé la montagne, il la remua tant que cette dernière se fissura, s'effondra en d'innombrables tas, tandis que la mer commençait à gagner du terrain et à isoler la ville d'Avranches. Finalement, l'eau recouvrit tous les champs et même la forêt. Seul le mont Saint-Michel émergea de cette étendue liquide. Leur œuvre achevée, les 3 géants s'en allèrent pour de nouvelles aventures. Mes amis, c'est ainsi que se termine notre soirée magique. J'espère que ça vous aura plu et que vous reviendrez bientôt me retrouver dans la taverne des épopées. À bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. Personnellement, j'ai adoré la faire et vous partager ces légendes. J'ai un peu eu l'impression d'être Stéphane Bern, mais version Wish. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle était votre histoire préférée et à m'en donner de nouvelles. Je peux vous assurer qu'il y aura d'autres vidéos dans la taverne des épopées en mode un peu roleplay si cela vous plaît. Si vous ne voulez pas les manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Bisous à tous, avec distance, bien entendu. Ciao.